D'accord. Alors, je pense qu'on va commencer. Donc, je vous rappelle que la séance ce soir est enregistrée. Plusieurs participants vont l'écouter en différé. C'est une conférence qui va être interactive également aussi. Donc, on va pouvoir utiliser vos talents pour essayer de répondre à des petites questions. Mais encore une fois, on ne placera personne sur la sellette. Le but, c'est de tester les connaissances, puis voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec les nouveautés. Et ce soir, on parle de quoi de neuf en insuffisance cardiaque. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous et bienvenue aux gens qui joignent à nous. Mon nom est Denis Chauret, je suis interniste à l'hôpital Montfort, je suis professeur agrégé au département de médecine à l'Université d'Ottawa. Et évidemment, je travaille surtout en soins ambulatoires, mais également au service de consultation en médecine interne. Et depuis plus d'un an, c'est médecine interne qui couvre cardiologie à Montfort lors des activités de garde. Donc, la majorité des patients avec insuffisance cardiaque ne sont pas vus nécessairement par cardiologie, mais par médecine interne. Et ce soir, je vais partager des perles cliniques sur les nouveautés de traitement d'insuffisance cardiaque, parce que c'est une révolution. Les lignes directrices ont été publiées justement cette semaine, aujourd'hui, mais on savait un petit peu ce qui s'en venait, ce qui m'avait donné la chance de préparer ma présentation. Donc, insuffisance cardiaque, évidemment, c'est une cause fréquente. Pour ceux qui font de l'hôpital, de l'urgence, les hospitalistes, on sait que c'est une des causes les plus répandues chez les patients de plus de 65 ans. Et on sait aussi que c'est souvent une cause de réadmission. Et évidemment, plus on est réadmis, bien, plus on risque d'en décéder aussi. Et c'est une maladie quand même qui n'est pas bénigne, puisqu'on estime que la mortalité à 5 ans, elle est de 50 %. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de d'autres traitements pour essayer d'améliorer le pronostic et d'améliorer la survie chez les patients avec insuffisance cardiaque. Alors, les objectifs ce soir, je vais les garder simples. On va définir les types d'insuffisance cardiaque. On parle maintenant de fraction d'éjection réduite ou préservée. On va parler un petit peu du rôle des nouveaux marqueurs, particulièrement le pro-BNP, et vraiment l'emphase sur les nouveaux traitements d'insuffisance cardiaque, parce que ça vient de changer radicalement. Et on va voir la rationnelle qui a permis de changer la façon de traiter l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est ma divulgation ici et je rappelle que je travaille pour les affaires francophones à la faculté, donc je n'ai reçu aucun honoraire pour cette présentation. Par contre, on a la chance d'avoir un support éducatif de Frédéric Krull de Novartis. Et si vous regardez dans la section chat, vous allez voir un lien qui vous permet de communiquer avec Frédéric pour de l'information supplémentaire, pour un accès aux lignes directrices ou d'autres documents qui vous intéressent sur l'insuffisance cardiaque. Mais je rappelle que les objectifs ont été créés par les affaires francophones il y a plusieurs mois et bien avant le changement des lignes directrices. Alors, le programme, on va parler un peu du pro-BNP, parce que de plus en plus, ça intrigue les gens. Est-ce qu'on devrait l'utiliser? Est-ce qu'il y a un facteur pronostic relié à ça? Donc, on va en parler. Partager des perles cliniques sur le patient admis. Trop de diurétique, pas assez de diurétique, qu'est-ce qu'on fait avec la fonction rénale? Une emphase sur les lignes directrices 2021. La possibilité de changer un traitement lors d'une hospitalisation. Et je vais glisser un petit peu sur la fraction préservée. Évidemment, l'évidence est moins grande pour la préservée que pour la réduite, mais on va quand même voir un petit peu ce qui s'est fait dans le domaine, puis un petit peu l'ouverture à des traitements qui pourraient aider les patients qui ont une fraction préservée ou qu'on appelait auparavant dysfonction diastolique. Donc, on va faire un cas clinique ici. C'est un cas classique de patiente qui pourrait être à l'hôpital Montfort, donc 57 ans, cardiomyopathie ischémique, et on sait qu'elle a un mauvais ventricule, 32 % de fraction d'éjection, donc réduite. Elle a une classe fonctionnelle 2 de la New York Heart Association, et en passant, vous pouvez oublier le New York Heart Association, ce n'est plus dans les lignes directrices. Puis je vais vous dire pourquoi. Donc, la classe fonctionnelle n'a plus d'importance puisque le traitement est le même chez tout le monde. Par contre, elle vient à Montfort parce qu'elle est dyspnéique. Elle a une tension un petit peu basse, un rythme cardiaque à 80. Et on voit qu'elle a déjà une petite dysfonction rénale. Donc, c'est classique des patients qui sont admis. Évidemment, ici, la question se pose, la dyspnée, est-ce que c'est vraiment le cœur? Puis évidemment, c'est toujours notre jugement clinique parce que ça pourrait être aussi une condition pulmonaire. Et on sait que la principale cause de dyspnée chez les MPOC, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, souvent, les deux pathologies vont coexister. Alors, ici, on est vraiment dans la fraction d'éjection réduite en bas de 40 %, qu'on appelle systolique. Donc, celle-là se caractérise par un défaut de pompe. On a de la misère à éjecter le sang,
puis évidemment, une hypoperfusion qui se crée. Très souvent, elle est reliée à une maladie coronarienne. C'est la même que vous allez voir dans la cardiomyopathie alcoolique, dans la cardiomyopathie virale, celle qui peut mener à une transplantation cardiaque. Alors, on voit que c'est une hypertrophie qui est excentrique. Ce n'est pas global. Il y a des zones de cicatrices. Et là, on a un défaut de pompe. Alors que la préservée, elle, à l'échographie, 50% et plus de façon d'éjection, et on dit qu'elle est diastolique. Donc, c'est un défaut de relaxation du ventricule. Les deux peuvent mener à des hospitalisations. Et c'est dommage qu'on n'a pas accès à un écho cardiaque souvent très rapide, même pour les patients hospitalisés. Il y a un manque affreux de techniciens pour nous aider, mais ça serait bien de savoir si un patient est admis pour insuffisance cardiaque, à quelle catégorie il appartient. Vous avez remarqué qu'il y a une catégorie 40-49 qu'on appelle fraction d'éjection modérément réduite, mais on pense de plus en plus qu'elle se rapproche de la systolique. Donc, la règle à suivre, c'est que le 50% et moins ressemblerait à une systolique, le 50% et plus serait plus diastolique. Et la préservée, elle appartient vraiment au diabète type 2. C'est ce que je vois le plus dans ma pratique et également l'hypertension. Lorsqu'on voit une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est souvent relié et associé à une dysfonction diastolique. Donc, c'est important de le mettre en perspective parce que les traitements ne seront pas les mêmes dépendant à quelle catégorie vous appartenez. Et évidemment, on les connaît, les signes. Hein? Ce n'est pas toujours aussi franc. Parfois, ça peut être juste la toux chronique nouvelle, mais on a des symptômes de surcharge pulmonaire et les classiques sont les suivants. Puis, il y a des éléments également de perfusion. Donc, on préfère un patient qui est sec et qui est chaud à un patient qui est mouillé et qui est froid. Donc, évidemment, si le cœur s'affaiblit, on peut accumuler de l'eau au niveau des poumons et avoir des symptômes respiratoires. Mais si on a un défaut de pompe aussi, on pompe moins de sang. Et évidemment, on peut se retrouver avec une hypoperfusion. Donc, c'est sûr que le patient qui est mouillé et froid a un moins bon pronostic que celui qui est sec et chaud. Donc, c'est pour ça qu'on a ces appellations de wet and cold, c'est plutôt en anglais, wet and hot. Puis évidemment, c'est qu'il y a deux facettes. Il y a l'accumulation d'eau au niveau des poumons, puis il y a l'hypoperfusion générale aussi. On se rappelle aussi, puis je le dis souvent aux résidents, les crépitants ne sont pas très utiles à l'examen physique. Tout ce qui est obésité, fibrose, atélectasie, crépite. C'est vraiment le reflux hépatojugulaire qui est le meilleur signe clinique, le plus associé à l'insuffisance cardiaque. Comme le B3 peut l'être aussi. Puis évidemment, apprendre à regarder les jugulaires, parce qu'on apprend beaucoup. Mais les crépitants, plus ou moins utiles, parce que ça peut être à peu près n'importe quoi. Alors, des fois, c'est très facile, on a la réponse immédiatement. Radiographie pulmonaire, histoire, réponse au diurétique, et on a notre diagnostic. Mais des fois, ce n'est pas toujours clair. Et c'est à ce moment-là que les marqueurs comme le pro-BNP peuvent aider. Le pro-BNP, c'est un peptide qui augmente lorsqu'on crée une distension du ventricule. Donc, si le ventricule est étiré, évidemment, il y a plus de BNP ou pro-BNP. Et le pro-BNP est celui qu'on utilise à Montfort. Donc, des fois, ça vous permet de vous dire, bien, en général, si c'est négatif, c'est pas ça. Mais quand c'est positif, des fois, ça peut être un faux positif. Donc, c'est un bon examen pour éliminer complètement l'insuffisance cardiaque. Mais évidemment, lorsqu'on se retrouve dans une zone grise, ça ne l'explique pas complètement, mais ça nous permet de peut-être aller un peu plus loin pour le diagnostic. Donc, de plus en plus, on utilise le pro-BNP pour nous guider et c'est aussi un marqueur pronostic. Donc, on sait que si un patient quitte l'hôpital avec un pro-BNP qui demeure encore élevé, il y a plus de risques de réadmission. Si un patient a haut risque opératoire un pro-BNP élevé, on sait que son risque d'événement périopératoire est plus élevé. Donc, de plus en plus, c'est un outil qu'on va utiliser. C'est nouveau. On ne connaît pas tous les utilités, mais c'est un outil qui est appelé à évoluer éventuellement pour nous aider à établir est-ce qu'on a un diagnostic ou non. Donc, on l'aime quand il est vraiment négatif, on l'aime quand il est vraiment positif. Entre les deux, dans cette colonne-ci ici, le jugement clinique va primer à ce moment-là. Alors, la patiente qu'on a admise prend du cadésartan, donc un ARA, bonne dose, 16 mg,
Elle prend un bêta-bloqueur, elle prend du spironolactone et elle prend du furosémide 80 qu'on est passé à la voie IV. Puis ça, c'est une recommandation. Si vous faites de l'hôpital, ben, la première chose à faire, c'est de passer à la même dose puis intraveineuse. À ce moment-là, vous doublez, si on veut, la force du diurétique. Alors, on va vous poser une première question. Concernant le traitement actuel de la patiente, quel agent n'a pas d'impact sur la réduction de mortalité? Est-ce que c'est l'ARA, candesartan, le bêta-bloqueur, le spironolactone ou le furosémide? Donc, Géraldine va placer l'épaule, voilà. Oh, C'est en vue. Donc, je vais le relancer. désolée, je crois que j'ai été trop vite. Pouvez-vous le relancer? Voilà. Parfait. Alors, ça monte un peu. Ah, le bêta-bloqueur, le spironolactone. Voilà, je vais juste vérifier combien on a 27 personnes. Je ne vais pas l'aller jusqu'au bout, je vais laisser réfléchir un peu. Comptez, sans nous, docteur Choré, on est 25, je crois. Ouais. C'est bon. Parfait. Donc, on va l'arrêter. Donc, vous avez été nombreux à choisir le furosémide et vous avez en fait tout à fait raison. Les diurétiques sont là pour améliorer les symptômes. Ils sont souvent au premier plan dans l'insuffisance cardiaque, mais ils n'ont jamais démontré d'impact sur la mortalité. Ils sont essentiels des fois pour améliorer les symptômes, mais on va voir qu'il y a des agents beaucoup plus précieux qui ont un impact sur la mortalité. Donc, on va montrer ça ici et on va sortir ici. Voilà. Donc, les thérapies qui améliorent la survie, c'est évidemment le bêta-bloquant, les récepteurs de l'aldostérone, donc spironolactone et prénolone, les ARA, les IACA. Et c'est pour ça que ces trois agents-là faisaient partie des lignes directrices parce qu'ils ont vraiment un impact sur l'amélioration de la survie. Et évidemment, ben, en insuffisance cardiaque aiguë, il faut toujours se poser la question, oui, on crée s'il y a une surcharge volumique, on utilise des diurétiques, mais évidemment, on s'inquiète de la perfusion. Puis à ce moment-là, c'est sûr que si la tension artérielle est plus élevée, on peut la diminuer, parfois avec la nitrodure, parfois avec la nitrose IV. Mais évidemment, si le patient va vers le choc cardiogénique, bien évidemment, ça va se retrouver aux soins intensifs avec des inotropes. Donc, c'est toujours l'ABC qui prime. Hein? Donc, on s'assure qu'on crée notre ABC, que le patient sature bien. On contrôle les symptômes par le diurétique et on s'assure que le C, la circulation est adéquate. Et si on voit qu'on est vraiment dans plus au niveau du choc, bien évidemment, on va considérer un inotrope à ce moment-là. La question des diurétiques est importante, hein, parce que dans le fond, quelle est la bonne dose? Puis c'est sûr que c'est toujours des essais. Mais une chose à retenir pour ceux qui font de l'hôpital, c'est l'importance du poids quotidien. Ce n'est jamais fait. Puis pourtant, vous serez surpris de voir des gens qui prennent des diurétiques, puis qui ne perdent pas de poids à l'hôpital, puis qui ne s'améliorent pas vraiment, simplement parce qu'on n'a pas été assez agressif sur les diurétiques. Donc oui, une dose de 20 à 80 par jour, ça va pour commencer, mais suivre le poids ou d'autres marqueurs, comme l'élévation de la créatinine, les bicarbonates qui montent, font en sorte de mieux nous guider pour essayer de libérer la surcharge. Puis évidemment, quand ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on va utiliser d'autres agents, comme la métolazone, qui est un autre diurétique puissant, qui va nous permettre d'améliorer le tableau. Et si ça va trop vite, puis le patient perd trop de poids, évidemment qu'on va réduire les diurétiques. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Ça dépend de la fonction rénale, ça dépend du taux d'albumine du patient, ça dépend comment il est résistant à la médication. Mais je pense que si on va chercher un poids quotidien, on est beaucoup plus en mesure de choisir les diurétiques et d'arriver davantage à une sortie de l'édème pulmonaire. Puis évidemment, ben, plus vous êtes insuffisant rénal, plus ça vous prend de diurétiques. Donc ça fait des lignes directrices, encore une fois, et on voit que la dose, elle est peut-être plus élevée si vous avez une défaillance rénale versus si vous n'en avez pas aussi. Donc, ça prend plus de furosémide en insuffisance rénale, on est plus résistant, et ça en prend plus également si vous avez une hypoalbuminémie, parce que le furosémide travaille avec l'albumine. Donc, c'est arrivé dans des conditions où je perfusais
le Lasix intraveineux avec la perfusion d'albumine, et c'est là que ça fonctionnait. Heureusement, c'est rare, mais chaque patient est différent. Puis évidemment, ben, chaque patient va répondre différemment au furosémide. Et évidemment, l'insuffisance cardiaque, c'est les mécanismes neuro-hormonaux compensatoires. Donc, on sait que c'est une maladie neuro-hormonale. On sait que le système sympathique joue un rôle et que l'épinéphrine, norépinéphrine est activée dans le mécanisme. Et tous ces facteurs-là sont nocifs pour le cœur. Fréquence cardiaque, contractilité, donc le travail cardiaque augmente. On sait aussi que le système rénine-angiotensine est activé et va créer aussi une vasoconstriction avec plus de tonus hépatique, plus de tension artérielle. Par contre, les peptides natriurétiques, eux, créent des bénéfices. Donc, lorsqu'ils s'accumulent, ils créent des bénéfices pour le cœur. Le problème, c'est que cette enzyme-là, qui s'appelle la néprilésine, les rend rapidement inactifs. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que ça agisse plus longtemps, mais le fameux enzyme ici vient tout enlever le beau travail des peptides natriurétiques. Et en plus, le SGLT2, qu'on utilise dans le diabète, a aussi des récepteurs au niveau du myocarde et aurait une activité anti-remodelage. Et on va voir un petit peu le rôle des SGLT2 dans les lignes directrices de l'insuffisance cardiaque. Donc, la patiente, on a les traitements, on est passé à la voie intraveineuse. Et selon les lignes directrices, c'était tout à fait adéquat son traitement. Je vous rappelle qu'elle est rentrée sous un ARA, sur un bêta-bloqueur et un ARM, antagoniste de récepteur des minéralocorticoïdes, le spironolactone. On a réévalué les symptômes et dans les lignes directrices auparavant, on commençait à parler de ivabradine ou ce qu'on appelle le sacubitril/valsartan ou son nom Entresto. Alors, ça, c'était 2020. Par contre, en 2021, tout a changé et on va voir ce qui est nouveau, basé sur quelle évidence. Donc, nos objectifs, lorsqu'on suit les patients en externe ou à l'hôpital, c'est améliorer le statut clinique, améliorer la qualité de vie, prévenir les hospitalisations, puisque un patient qui les accumule a moins grande chance de survie, et aussi réduire la mortalité. J'ai vu ce matin un patient, 47 ans, diabétique, 35 de fraction d'éjection. Son pronostic, la mortalité, 5 ans, 50 Donc, si je peux choisir les traitements appropriés, prévenir les hospitalisations et réduire sa mortalité, je vais le faire. Le patient a 47 ans seulement. Donc, la prise en charge, évidemment, il y a du pharmaco et du non-pharmaco. C'est sûr que le sel peut être particulièrement nocif. La restriction liquidienne raisonnable, hein, parce que je ne suis pas celui qui va dire 750 cc, mais lorsqu'on parle de 1,5 litres maximum, c'est tout à fait adéquat. Cessez de fumer. N'oubliez pas de dépister l'apnée du sommeil aussi. On sait que c'est un facteur de risque pour l'insuffisance cardiaque. Puis évidemment, diminuer l'alcool. Alors tout ça, ça pourrait être le même traitement pour l'hypertension, pour la maladie coronarienne et pour le diabète aussi. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis les dernières années? Bien, on revient ici à nos mécanismes neurocompensatoires et on voit le rôle du bêta-bloquant. Le bêta-bloquant bloque l'action de l'épinéphrine, norépinéphrine, donc il bloque les activités de vasoconstriction ici. L'inhibiteur de CA, l'IECA ou l'ARA, en bloquant le système rénine-angiotensine, crée aussi une diminution de vasoconstriction. Donc, si on bloque quelque chose qui est néfaste, ben, c'est mieux pour le patient. Mais là, on regarde celui-là ici, le néprilésine, et si on bloque l'enzyme ici, on a plus de vasodilatation et on garde nos peptides plus longtemps. Et c'est pour ça qu'est venue cette molécule qui s'appelle sacubitril/valsartan. C'est le même valsartan qui est un ARA, mais le sacubitril permet au patient d'accumuler ces peptides natriurétiques et de lui donner des bénéfices. C'est de là que vient la rationnelle du traitement. Alors, sacubitril/valsartan s'appelle Entresto. C'est peut-être plus facile à dire. Il y a eu des études, puis ça a précédé le changement aux lignes directrices, des études qui avaient été faites chez des patients qui avaient été hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Donc, on comparait cette molécule-là
à un IECA et on regardait ce qui se passait. Dans les études, on s'est aperçu que le groupe entre-récitaux avait beaucoup moins de chances d'être réhospitalisé, d'avoir un décès ou une transplantation cardiaque. C'est quand même assez significatif. 46 de moins, 13 patients traités. Quand le nombre de patients traités est à 13, on voit nettement un bénéfice. Et évidemment, c'était assez bien toléré. C'est sûr qu'il y avait des effets secondaires, mais pas plus de un par rapport à l'autre. C'était la même chose. Un petit rappel, encore une fois, sur l'édème de Quincke ou le fameux angioedème. Oui, c'est vrai que IECA est la principale cause d'angioedème. Donc, je parle aux urgentologues qui sont en ligne ce soir. Quand vous voyez un patient à l'urgence avec angioedème isolé sans urticaire, pensez IECA. S'il y a de l'urticaire, gardez l'IECA. C'est toujours un angioedème isolé, jamais avec urticaire. Donc, bien toléré. Et évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes bénéfices à ce niveau-là. 13 patients traités. Ensuite est venue l'étude Paradigm. C'est la plus grosse étude en insuffisance cardiaque. Pas évident de trouver les patients. 8400 patients. Et cette fois-ci, c'était une étude ambulatoire qui suivait des patients insuffisants cardiaques. Et encore une fois, on a comparé le sacubitril/valsartan à l'IECA et on a regardé les événements. Et on s'est aperçu que même en ambulatoire, il suffisait de traiter 21 patients pour réduire soit la mortalité cardiaque, soit une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et évidemment, si vous regardez les hospitalisations, la mortalité cardiovasculaire, les hospitalisations, c'était bénéfique dans tous les niveaux. C'était 16 de mortalité totale et 40 moins d'hospitalisation dans un délai de 30 jours. Puis évidemment, réadmissions sont importantes parce que ce qu'on veut, c'est que le patient ne soit pas réadmis. On est content de vous voir à Montfort, mais on n'est pas content de vous revoir à chaque mois. Et on sait que ces patients-là vont revenir et on sait que plus ils reviennent, plus ils ont de chances de mourir plus vite. Donc, si on peut améliorer la qualité de vie et les garder en dehors de l'hôpital, c'est beaucoup mieux à ce moment-là. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Rappelez-vous, 50 de mortalité à 5 ans et chaque hospitalisation crée une insulte qui amène rapidement au décès. Un patient qui est hospitalisé 4 fois dans l'année a une survie médiane de moins d'1 an. Alors que celui qui est venu une fois, ben, c'est quand même seulement 2,5 ans. Donc, c'est important de faire une différence. Vous, urgentologues, vous débutez le traitement. Vous, les hospitalistes, vous ajustez le traitement et vous ne voulez plus que le patient revienne pour insuffisance cardiaque parce que vous savez ce qui va arriver au niveau du pronostic. Alors, en 2017, on parlait déjà de ce qu'on appelle les ARNI, hein? Donc des inhibiteurs de récepteurs d'angiotensine et de néprilésine. C'est un nom très long, c'est pour ça qu'on parle ARNI, c'est pour ça qu'on dit Entresto, ou, si vous voulez tirer la langue, sacubitril, le valsartan. On peut parler d'Entresto. C'était déjà recommandé depuis 2017. Parce que c'est justement ce qui se passait. Si vous regardez ici l'ajout de l'ARNI, regardez comment la mortalité, elle est réduite versus un patient qui prend seulement un IECA. Donc, à chaque fois qu'on a ajouté des nouveaux traitements dans l'insuffisance cardiaque, on a réussi à diminuer la mortalité et à améliorer la qualité de vie. Et c'est ce qui s'est passé. Le standard était l'ARA, l'IECA. Et là, on prend encore un ARA, on rajoute sacubitril et on va chercher un 20 supplémentaire de réduction de mortalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Pourquoi le changement? Bien, d'abord, la fraction d'éjection réduite, c'est une maladie progressive, sérieuse, pour laquelle il y a une souffrance du myocarde. Asymptomatique ou non, c'est le même risque de souffrance. C'est pour ça que la classe New York Heart Association n'est plus pertinente. On n'a pas besoin de l'utiliser. L'insuffisance cardiaque n'existe plus puisqu'on sait que ça progresse. C'est une maladie neuro-hormonale. Vous allez bloquer une partie, mais elle va quand même continuer à progresser, parfois de façon silencieuse, et ça, peu importe la catégorie auquel vous participez. Docteur Choret, je Oui, suis allez-y. désolée de vous interrompre. Il y a un message de Docteur Massé qui dit que vous auriez omis de faire un stage screen. C'est quoi un stage screen? Est-ce que vous Pourquoi voyez bien est-ce mes que... diapos? Oui. Non, regarde, Denis, ça fait un petit bout que moi, je ne vois pas tes diapos. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Là.
Ah, Ah, oui. docteur Massé, ouais, je vais. Non, on le voit bien. Il faut que vous vous. Je vais être en contact avec docteur Massé pour lui. OK. C'est juste toi, Yannick, désolé. Donc, Je suis habitué, ça m'arrive souvent que c'est juste moi. pas de problème. Géraldine va s'occuper de ça là-dessus. Merci. Donc, les lignes directrices en résumé, donc, la grosse différence, c'est qu'on cible tous les axes en même temps. Alors là, ça vient de changer. On traite le plus tôt possible et ce sont les 4 piliers en première ligne. Donc, si vous avez une fraction d'éjection réduite, ce qui est maintenant recommandé, l'ARNI, l'anthracyto, le bêta-bloqueur, le spironolactone et même le SGLT2, que vous ayez du diabète ou non. Et là, je vais revenir avec les études de SGLT2. Ça veut dire que, bien évidemment, débuter 4 pilules en même temps, ce n'est pas nécessairement évident. Il y a des bonnes chances que votre patient va déjà être sur 2 ou 3 de toute façon, c'est un ajustement. Mais pour les nouveaux patients, on recommande vraiment de cibler les 4 axes. Parce qu'à chaque fois qu'on cible, on va chercher davantage de réduction de mortalité. Alors, c'est le grand changement. Pour le patient, malheureusement, c'est beaucoup plus de médicaments. Par contre, on ne peut pas ignorer le fait que ça a un impact sur sa survie, sur sa qualité de vie, puis sur les symptômes. Alors, il n'y a plus de classe, il n'y a pas d'algorithme. On recommande de cibler les 4 axes du mal en même temps et d'initier la thérapie. Puis évidemment, ben, ce n'est pas fini, parce que dans certaines conditions, il y a d'autres alternatives. On parle de l'ivabradine, hein, qui est aussi un antiarythmique. On parle du vériciguat, qui peut aider les cas réfractaires. Et là, on parle de d'autres molécules, dont l'omecaptide mécarbyle. C'est beau, hein? Donc, il va y avoir d'autres thérapies. Mais pour l'instant, ces produits-là sont très niches. Hein. Vous vous souvenez de l'hydralazine nitrate chez les patients qui ne tolèrent pas d'IECA-ARA, les insuffisants rénaux notamment. Par contre, il va y avoir d'autres molécules. Mais pour l'instant, le message à retenir, les 4 ici. Je m'excuse, la diapo n'est pas traduite. Elle est tout à fait nouvelle. Ça vient de sortir. C'est fraîchement de la presse. Alors, ARNI remplace. Puis évidemment, donc, si vous êtes sur IACA-ARA, c'est un remplacement. Il y a des bonnes chances que vous étiez sur bêta-bloqueur, sur spironolactone. Et là, on va voir qu'est-ce que le SGLT2 vient ajouter là-dessus. Parce que ça, c'est une révolution aussi. Un médicament de diabète chez un insuffisant cardiaque qui n'a pas le diabète. Et on va voir pourquoi. Donc, est-ce qu'en réalité, on va être capable de débuter 4 médicaments? Non. Par contre, les plus rapidement possible, initier, puis ensuite essayer de titrer. C'est surtout dans la partie titrage que là, il y a un problème, puis on va voir un petit peu ce qui est recommandé. Donc, si on avait cette patiente-là admise à Montfort, et vous vous rappelez qu'elle prenait du candesartan, alors, ce qu'on aurait pu faire facilement, c'est le remplacer par l'anthracyto. Donc, on commence à petite dose. Les doses sont un peu bizarres, 49, 51. On ne peut pas jouer évidemment avec les autres médicaments, puis il n'y a pas d'alternative au sacubitril. Il n'y en a pas d'autres alternatives. Par contre, on peut, pour les hospitalistes, on peut faire le changement. On a toujours notre bêta-bloqueur ici, notre spironolactone, et évidemment, contrôler les états de la créatinine au moment de la sortie. Ce qui manque, dans le fond, c'est le SGLT2. Est-ce qu'on est obligé de commencer à l'hôpital? Pas nécessairement, mais c'est sûr que dans votre rapport de sortie, ou si le patient est suivi par un spécialiste, bien, la prochaine étape, ça sera d'ajouter le SGLT2 et on va voir pourquoi le SGLT2 a eu un impact. Donc, changer, c'est quand même assez simple. Hein? On part de la dose. Si c'est faiblement dosé, on va plus bas. Si le patient prend des doses habituelles, on peut aller à 49-51. Puis évidemment, plus tard, on pourra toujours augmenter la dose selon les symptômes. Il y a un effet antihypertenseur au sacubitril. La tension artérielle va baisser un peu, mais ce n'est pas énorme. Puis évidemment, si le patient c'est un IECA, on attend quand même 36 heures. L'angioedème est plus important si vous le faites trop rapidement. Puis évidemment, on n'utilise pas un IECA-AR ensemble. On attend au moins 36 heures avant de l'administrer à ce moment-là. Donc, Anthracyto, il est au formulaire de l'hôpital. Il est au formulaire de plusieurs hôpitaux dans la région de toute façon. Alors, c'est simple. Et même si vous ne faites pas d'hôpital et que vous suivez des patients insuffisants cardiaques, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, vous pouvez le suggérer aux spécialistes. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'inertie chez les cardiologues, chez les internistes qui suivent les patients. Mais c'est très simple de remplacer. C'est comme un IECA-ARA. Fait que la tension, les électrolytes, on va le faire de la même façon.
mais on sait ce qu'on va rapporter aux patients. C'est 20 de plus de réduction de mortalité versus si on restait sur l'ISCA ou l'ARA. Donc, parlons un petit peu des inhibiteurs de SGLT2. Puis, qu'est-ce que ça vient faire ici, un médicament pour le diabète dans l'insuffisance cardiaque? Alors, petite question pour vous. Concernant la classe des SGLT2 inhibiteurs, quel énoncé est vrai? A. Il diminue la mortalité chez le patient avec insuffisance cardiaque et diabète type 2 versus celui qui n'a pas de diabète. B. Le risque d'hypoglycémie est plus élevé en insuffisance cardiaque. C. Il prévient l'insuffisance cardiaque en prévention primaire. Ou D. Il favorise la perte de poids chez un patient avec insuffisance cardiaque sans diabète type 2. Alors, voilà. On est là. Donc, je vous laisse voter. Ça se promène dans toutes les directions, c'est bien. On est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Hein? Très intéressant. On va essayer de dépasser le 20 votants. J'avoue que mes énoncés sont un peu complexes. Je ne voulais pas rendre ça trop facile. Donc, je vais arrêter le vote et je vais partager les résultats. Donc, la bonne réponse, c'est C. Et oui, il prévient l'insuffisance cardiaque en prévention primaire. C'est ce qui est très intéressant chez une population de patients avec le diabète. Lorsqu'on utilise un SGLT2 rapidement, et ça, c'est basé sur l'étude DECLARE, en fait, on assure une meilleure protection rénale et un risque de diminution de l'insuffisance cardiaque. Donc, autant les urgentologues et les hospitalistes détestent les ISGLT2 parce qu'ils doivent travailler avec les complications, autant nous, les diabétologues et ceux qui font de la médecine interne en cardiologie, on les aime parce que les bénéfices sont plus grands que les risques. Alors, on va parler un petit peu SGLT2 et tout ça est basé sur une étude qui s'appelle DAPA-HF, qui était en fait l'utilisation de la dapagliflozine, le Forxiga, chez les patients qui avaient une fraction d'éjection réduite. Donc, dans ce groupe-là, ici, on avait tous des patients comme notre patiente qui est admise, fraction d'éjection en bas de 40 %, placebo versus DAPA 10 mg. Et on surveillait vraiment les événements cardiaques. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, les patients étaient super bien traités selon les règles de l'art. 94 % prenaient ISCA-ARA. Il y en avait même un 11 % qui était déjà sur l'Entresto. 96 sur le bêta-bloquant, 71 % sur le spironolactone. Donc, très, très bien traité. Et ce qui est intéressant dans l'étude, et là, c'était révolutionnaire, c'est qu'on s'est dit, au-delà de la baisse de l'hémoglobine A1C, on sait qu'il y a des récepteurs SGLT2 sur le niveau du myocarde. On pense que ça a un effet sur le remodelage. Donc, la moitié des patients auront le diabète, l'autre moitié ne l'auront pas. Et évidemment, le résultat a été assez spectaculaire. Si on regarde les décès d'origine cardiovasculaire, les décès à toutes causes confondues, c'était une diminution de 17-18 % au-delà de ce que les autres traitements offraient. Donc, ça veut dire que même avec tout ce qu'on connaissait, le fait d'ajouter un SGLT2 a encore réduit la mortalité. Et ça, peu importe que vous ayez le diabète ou non. Donc, ce n'est pas à cause d'une diminution de l'hémoglobine A1C, c'est parce qu'il y a des récepteurs au niveau du myocarde qui agissent au niveau du remodelage et qui vous ont permis de réduire les événements. Puis c'était bien toléré, en fait. C'est vraiment les effets secondaires. Il n'y en avait pas. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le placebo, mais il y avait plus d'effets dans le placebo que dans le DAPA. Et même si le patient prenait déjà des diurétiques, comme du furosémide, il n'y avait pas de différence sur la volémie. Donc, les gens se disent, qu'est-ce que je fais avec mon furosémide? Est-ce que je l'arrête ou pas? On ne l'arrête pas. N'oubliez pas que le DAPA est un diurétique à très, très faible dose. Ça ressemble à l'hydrochlorothiazide 6 mg. Donc, ça n'aura pas un gros impact sur la déplétion volémique, même si vous avez du furosémide. Donc, c'était bien toléré. Et une autre étude était dans le même sens, l'étude AMPA-REDUCE, cette fois avec AMPA, qui est le Jardiance, qui est arrivé à la même conclusion. 19 patients traités pour prévenir soit une mortalité cardiaque ou une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, le SGLT2 se rajoute et il est devenu le 4e axe à cibler. Et c'est pour ça qu'un médicament comme Forxiga a maintenant l'indication dans l'insuffisance cardiaque à façon d'éjection réduite
chez le patient diabétique, mais chez le patient non diabétique. Alors, on a appris à changer les traitements. Le patient est prêt pour le traitement et l'important, c'est d'avoir un suivi. Allez-vous suivre le patient? Est-ce que son médecin de famille va le faire? Est-ce que le cardiologue va le voir? L'interniste va le voir? Donc, quand vous avez fait l'ajustement des traitements, bien, à ce moment-là, le patient est prêt à son congé, mais ça va être important de suivre le patient parce qu'il va avoir du titrage de médication à faire. Donc, c'est justement ce qui nous mêle un peu. Qu'est-ce qu'on va faire avec les agents? C'est bien beau les partir les 4, mais comment est-ce qu'on va les titrer? Bien, en fait, on utilise habituellement la dose maximale tolérable, c'est-à-dire qu'il y a un effet dose dépendant dans l'insuffisance cardiaque. Si vous utilisez la plus petite dose, vous n'avez pas la même protection. On a du temps pour titrer. Ça peut prendre 3, 6, 12 mois pour titrer. Donc, pas question d'aller et maximiser tous les agents en même temps, à tel point que le patient peut faire une chute. Puis évidemment, mes conseils, s'il y a encore de la surcharge volumique, bien, on va maximiser un petit peu plus de spironolactone. Si j'ai un problème de rythme, EPHA, tachycardie, un petit peu plus de bêta-bloqueur. Si évidemment j'ai plus d'hypertension, mon hernie à ce moment-là, parce que mon valsartan et mon sacubitril ont un effet antihypertenseur. Puis évidemment, si j'ai un diabète, bien, mon SGLT2 est vraiment préférentiel. C'est ce qu'on va utiliser à ce moment-là pour aider les patients. Il n'y a pas de règle claire sur le titrage, mais c'est simplement des choses que je partage avec vous. Puis au bout du compte, ce n'est pas tout le monde qui va sur dose maximale, mais on aura des outils pour tenter d'améliorer les paramètres, puis au moins aider le pronostic chez nos patients insuffisants cardiaques. Je vais terminer avec la fraction d'éjection normale, parce que tout ce que j'ai discuté ce soir, c'est la fraction d'éjection réduite, mais je vous ai dit qu'on pouvait avoir une fraction d'éjection normale. Donc, un patient symptomatique présente une fraction d'éjection normale à l'échocardiogramme. Quel agent parmi les suivants pourrait diminuer la mortalité? Est-ce que c'est A, un ISCA, B, un bêta-bloqueur, C, un inhibiteur SGLT2 ou D, aucun de ces agents? Donc, Géraldine va lancer le sondage. Donc, on a des partisans de l'ISCA, des SGLT2, du nihilisme, aucun de ces agents. C'est bon. Parfait. Je vais arrêter le sondage. Je vais partager les résultats. Donc, vous avez été nombreux à aller vers les SGLT2. Vous voulez peut-être prédire l'avenir, mais pour l'instant, on ne sait pas. Les études sont en cours. La bonne réponse, D. Il n'y a absolument rien présentement qui diminue la mortalité dans la fraction d'éjection normale. Il y a des choses qui se rapprochent, mais pour l'instant, c'est très décevant parce qu'on sait que la maladie existe, mais la seule façon d'améliorer le pronostic, c'est d'avoir un bon contrôle du diabète puis un bon contrôle de la tension artérielle. Donc, dans ce groupe-là, on fait un focus sur les causes. On peut donner des diurétiques pour les symptômes, ce n'est pas un problème. Une étude avait été faite avec Candice Sartan qui démontrait que le groupe 40-49 avait des bénéfices. Mais le groupe 40-49 est beaucoup plus une fraction d'éjection réduite qu'une fraction normale. Le spironolactone, dans l'étude Top 4, ça s'appelle Top 4, c'était bénéfique chez les hommes, mais pas chez les femmes. Alors que le sacubitril valsartan était mieux chez les femmes que chez les hommes, quoique encore une fois, dans cette population-là, 40-49 %, il y avait des bénéfices. Et finalement, une étude en cours avec Forxiga, une avec Jardiance, et on va voir si éventuellement on va voir des bénéfices. Donc, un petit peu décevant pour la préserver, beaucoup d'évidence toutefois pour la réduire. Alors, on va conclure avec les messages clés parce que je veux m'assurer d'avoir du temps pour les questions. Donc, d'abord, quelle insuffisance cardiaque? Est-ce que j'appartiens à la réduite ou préservée? Et on se rappelle que le 40-49 % ressemble plus à une réduite. Fraction d'éjection réduite, c'est progressif, c'est sérieux, il y a une souffrance myocardique qui continue, parfois asymptomatique, et la mortalité à 5 ans, 50 %. On veut traiter tôt en ciblant les 4 axes, quand c'est possible. Ça ne sera pas toujours possible. Parfois, le patient a une insuffisance rénale incroyable, il ne peut pas avoir d'ISCA ARA. On a des alternatives. Parfois, le patient a tellement de dysfonction rénale sévère qu'il est trop tard pour le SGLT2. Mais dans un patient plus jeune qui est naïf de traitement, c'est sûr qu'on peut cibler les 4 axes. On peut aussi faire une différence lors de l'hospitalisation. Comme je dis, si on admet un patient pour simplement donner des diurétiques,
reprendre les médicaments, bien, il va revenir. Par contre, si on en profite pour se remettre en question et dire où est mon spironolactone, où est mon Entresto, est-ce que le bêta-blocage peut l'augmenter, est-ce que je peux commencer le SGLT2, ce n'est pas toujours possible, vous allez faire une différence lors d'hospitalisation. Il y a moins de chances que le patient soit réadmis. Donc, le sacubitril/valsartan Entresto, c'est clair, réduit la mortalité, réduit les hospitalisations, améliore les symptômes. Et les SGLT2 ont aussi un effet positif. Dans le cas du Forxiga, diminue la mortalité cardiaque et totale. Le Jardiance ne l'a pas démontré. Par contre, des fois, c'est simplement que la population est un petit peu différente. Donc, nous, on aime les SGLT2. On voit plein de bénéfices sur la stabilisation rénale. C'est sûr que vous, de l'autre côté, à l'urgence puis à l'hôpital, vous les aimez moins parce que c'est le patient qui s'est déshydraté puis qui a oublié de les arrêter et que vous allez voir une insuffisance rénale aiguë. Donc, notre rôle, c'est de rappeler au patient que si il se déshydrate, gastro-entérite ou non, bien, il y a beaucoup de médicaments à arrêter, dont les SGLT2, dont les ARA et SCA, dont le Entresto, les diurétiques, etc., etc. Alors, c'était les messages clés. Puis évidemment, bien, le secret de la longévité, c'est de continuer à respirer. Et puis si, en fait, on traite mieux l'insuffisance cardiaque, bien, c'est sûr que nos patients vont respirer beaucoup mieux, puis vous risquez de les voir moins souvent à l'urgence, puis moins souvent à l'hôpital. Donc, c'est ce que je voulais discuter avec vous. Je vais vous laisser avec les messages clés ici. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la section questions. Et là, vous avez deux façons de poser les questions. Vous pouvez aller dans le panneau qui dit chat. Je vous rappelle que Frédéric est en ligne. Il y a plein d'informations pour vous. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous allez cliquer et vous allez avoir plein d'informations, notamment sur les lignes directrices et d'autres activités de formation qui vont avoir lieu en français sur les lignes directrices de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez la chance de poser des questions. Donc, on va prendre un petit peu de temps. Vous pouvez taper votre question et si vous n'êtes pas gêné, vous pouvez ouvrir votre microphone aussi. Et toutes les questions sont bonnes. Comme je dis, c'est révolutionnaire, hein? C'est 4 axes en même temps. Là, on parle d'un médicament de diabète dans l'insuffisance cardiaque non diabétique, tout se mêle, mais je vous ai montré l'évidence. Puis évidemment, on n'avait pas le choix. Lorsque les bénéfices sont réels, bien, on doit au moins l'offrir aux patients puis en parler. Donc, vous pouvez, je vois que quelqu'un a levé la main. C'est Dr Guindon. Dr Guindon, Mélissa, oui. Allô, salut. Oui, en fait, est-ce que je peux poser une question spécifique? Bien sûr. En fait, j'avais une patiente 80aine là, qui avait pour une deuxième fois une insuffisance aiguë, puis sa dernière datait de 3 ans. Fait que là, je l'ai changé justement à Entresto. Le pharmacien m'a demandé d'arrêter le spironolactone. Est-ce que c'est quelque chose en tout cas, fait que je l'ai fait finalement, mais je me demande, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire? En fait, elle est encore en charge. En fait, selon les lignes directrices, non, il n'y avait pas d'indication de l'arrêter. Par contre, s'il y avait des signes d'hypovolémie, on peut diminuer la dose. Mais dans les études qui ont été faites avec spironolactone et éprénolone, il y avait aussi une réduction de mortalité. Donc, ce n'est pas selon les règles de l'art. En principe, c'est un des piliers, un des axes à diminuer. Donc, si le pharmacien voulait l'arrêter, il y a peut-être une information qu'on n'a pas, genre le patient est hypotendu ou si c'est Non, en fait, elle était hyper tendue. Ah, oui. C'est un peu particulier. Okay. Évidemment, le pharmacien n'a pas accès à des électrolytes comme des potassiums, ces choses-là, pas du tout. Tout à fait, oui. Donc, non, c'était pas une bonne idée. Je pense que c'est mieux de le garder. C'est notre rôle comme médecin de famille, comme interniste, de suivre la fonction rénale, la qualité, de suivre les symptômes d'étourdissement, d'hypotension orthostatique. Parce que j'imagine la patiente prenait aussi du furosémide ou... Oui, c'est ça, oui. Mais furosémide, plus petite dose, spironolactone, quitte à diminuer la dose de furosémide, parce que je vous rappelle que autant spironolactone diminue la mortalité, autant furosémide ne le fait pas. Fait que moi, j'ai tendance, si un patient est étourdi, moins de furosémide, puis un petit peu plus de spironolactone. Puis avec ça, on va être capable de colibrer. Je pense que ce qui nous limite, des fois, c'est la défaillance rénale puis l'hypercalémie. Mais non, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec le pharmacien. Parfait. Ma conférence demain, c'est avec les pharmaciens. Fait que je vais leur dire. Docteur Choret, il y a une autre question de Docteur Zena T. Oui. Si un patient diabétique sur Jardiance développe une insuffisance cardiaque,
Est-ce que vous allez le switcher à Forxiga ou le laisser sur Jardiance? Oui. En fait, on a l'évidence avec l'étude Amper que le Jardiance a aussi des effets bénéfiques dans l'insuffisance cardiaque. Donc, les lignes directrices mentionnent les deux. Le Invocana, lui, le Cana, il n'y a pas d'étude en insuffisance cardiaque. Donc, vous pourriez estimer que c'est un effet de classe. Par contre, je n'ai pas tendance à faire de changement. Même chose si un patient est sur Forxiga puis développe un infarctus, je ne vais pas le changer au Jardiance parce que je sais qu'en post-infarctus avec Forxiga, il y a aussi une réduction des événements. Donc, on n'est pas obligé de changer une molécule pour un autre. Et je pense que Jardiance et Forxiga sont très interchangeables et sont très similaires. Donc, je ne le changerai pas probablement, je le resterai dessus. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas absolu non plus. Hein. Quand on parle de réduction de 20 bien, il y a quand même une majorité de patients qui vont quand même avoir des événements. Donc, la médication, elle est là pour essayer de réduire le risque, mais il va toujours avoir le risque zéro n'existe pas. Il va toujours avoir des conditions là-dessus. Mais ce qui est révolutionnaire, par contre, c'est de voir qu'un médicament de diabète est utilisé chez les non-diabétiques. La RAMQ au Québec n'est pas prêt pour ça. En Ontario, ils ne sauront pas parce que c'est le formulaire ouvert. Fait que ça, c'est l'avantage. Mais il y a bien des endroits qui vont interdire les SGLT2 s'il n'y a pas de diabète, même si on a de l'évidence qui est très forte. Bonne question sur la clairance pour les SGLT2. En général, en bas de 25, on n'a pas d'évidence. Il y a une étude qui s'appelle DAPA-CKD, puis une autre qui s'appelle Credence, qui sont allés jusqu'à 25 de créatinine, de GFR, et ils ont démontré des bénéfices même dans ce groupe-là, et même une réduction de la mortalité. Donc, les SGLT2 sont prioritaires dans l'insuffisance rénale chronique, que vous soyez diabétique ou non. Donc, les néphrologues utilisent des SGLT2 dans la néphropathie hypertensive, dans les glomérulonéphrite chroniques, et la coupure, c'est 25 de clairance. Si vous le faites à 25-35, je vous encourage quand même à bien surveiller votre fonction rénale et vos électrolytes, et pas rapidement. Parce que si vous vérifiez ça 2 semaines après, vous allez voir que la créatinine monte. Attendez au moins 1 mois, et là, vous allez voir une stabilisation. Parce qu'il y a quand même des cas d'insuffisance rénale aiguë qui peuvent arriver. N'oubliez pas que le SGLT2 est aussi un diurétique. Mais je dirais que 25, ça serait ma coupure. En bas de ça, on n'a pas vraiment d'évidence. Je pensais que j'avais vu une main levée. Stéphane, est-ce que tu as une question? Oui, c'est moi. Merci. Est-ce qu'il y a un rôle pour la réhabilitation cardiaque? Je sais que le patient en réhabilitation cardiaque, surtout ici dans la région, c'est souvent ceux post-pontage, post-PCI. Mais est-ce qu'il y a un rôle chez quelqu'un en insuffisance cardiaque de référer un programme de réhabilitation cardiaque pour le non-pharmacologique? Absolument. Autant en réadaptation pulmonaire que cardiaque, les procédures non pharmacologiques ont un impact direct sur le pronostic. Simplement au niveau de l'apport de sel, l'apport de liquide, l'activité physique, connaître sa médication, puis savoir quand les arrêter si on a une déshydratation. Alors, la réponse, c'est oui. La réadaptation cardiaque pour maladie coronarienne ou pour l'insuffisance cardiaque. L'adaptation pulmonaire pour la MPOC sauve des vies aussi. Donc, moi, j'encourage fortement l'éducation. C'est important que le patient sache sa fraction d'éjection. Et souvent, il n'a aucune idée. Puis je trouve ça important qu'il sache quel type d'insuffisance cardiaque il a. Donc, un patient qui est éduqué et qui connaît sa maladie va vivre beaucoup plus longtemps qu'un patient qui est plus passif. Bon, évidemment, ça ne s'applique pas aux patients de Geneviève là, qui ont une démence avancée. Il est peut-être trop tard à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, qui vraiment, là, ils ont la soif de vivre, tout ça, on devrait leur fournir tous ces outils-là d'éducation. Ça sauve des vies. Parfait. Parfait, merci. Plaisir. Donc, il n'y a pas de main levée présentement. Donc, encore une fois, on a encore un petit peu de temps. Si vous voulez taper votre question ou si vous voulez discuter d'un cas particulier, sans nommer de nom, on peut le faire aussi. Donc, c'est ça. Hein? Pour le pauvre patient, c'est beaucoup de pilules. Par contre, on ne peut juste pas ignorer. C'est tellement une maladie à mauvais pronostic. Particulièrement, je pense à mon patient que j'ai vu aujourd'hui, il a 47 ans, la fraction d'éjection 35 %. Je me dis, je ne peux pas ignorer la façon de traiter. Donc, c'est sûr que le SGLT2 est entré.
En fait, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas si c'est un type 1 ou un type 2. En passant, pas de SGLT2 chez les types 1. Hein. Il y a beaucoup d'études en cours, mais on sait qu'il y a plus de risque d'acidocétose diabétique. Donc, pour l'instant, on n'est pas rendu là. Mais quand je saurai que ce n'est pas un type 1, c'est sûr que la première étape, c'est le SGLT2. On va changer au Entresto aussi. Il a déjà son spironolactone et son bêta-bloqueur. Parfait. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter notre kiosque en ligne si ça vous intéresse, avoir plus d'informations. Et vous pouvez parler à Frédéric également aussi. Et s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va terminer la conférence. Géraldine, le prochain webinaire porte sur quel sujet? C'est-tu les antibiotiques? Je pense que oui. Donc, excusez-moi, oui, exactement. Excusez-moi, vous me prenez de court. Pas de problème. Donc, on vous allez voir l'invitation. Le prochain webinaire va sur les antibiotiques. Et je reviens pour le dernier webinaire de la saison sur le diabète. Donc, les lignes directrices en diabète. Qu'est-ce qui a changé dans le traitement du diabète au cours des derniers mois, si on veut. Mélissa, il y avait une question, oui? Oui, rapidement, est-ce qu'il y aurait un rôle, un patient, pas de CHF, pas de diabète, mais hypertendu, de mettre un SGLT2? C'est un bon point. Hein? Pour l'instant, non. Il n'y a pas d'études en cours. On sait très bien qu'un SGLT2 va probablement prévenir le diabète. Ça, on l'a vu dans les études chez les non-diabétiques, qui avaient moins de diabète. Mais pour l'instant, c'est tellement un diurétique à faible intensité qu'il n'y aurait pas un gros effet antihypertenseur. Donc, on serait mieux d'aller avec un IACA ou un vrai diurétique. Je ne suis pas un grand fan des thiazidiques non plus. Je préfère les diurétiques longue action comme le chlorthalidone, l'indapamide. Vous avez une meilleure protection 24 heures. Mais je ne pense pas qu'un SGLT2 va être un traitement pour l'hypertension. La réponse, c'est que ce n'est pas assez fort probablement. Dans les études, on avait une diminution d'à peu près 2-3 mm de mercure systolique. Ce n'était pas assez élevé. Merci. Dr. Bégin demande est-ce qu'on augmente l'Entresto progressivement? La réponse, c'est oui. En fait, c'est dose dépendant et particulièrement si le patient est hypertendu, d'augmenter la dose d'Entresto va avoir une double protection. L'ARA, d'un côté, va diminuer la tension artérielle et le sacubitril va le faire également aussi. Donc, chez un patient qui demeure normotendu ou même hypertendu, le fait d'aller vers la dose maximale d'Entresto va permettre au patient d'avoir un meilleur pronostic, puis une meilleure qualité de vie et beaucoup moins de symptômes aussi. Parfait. Donc, je pense que c'est terminé. Excellent. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde, puis merci d'avoir assisté à la présentation. Donc, je vous rappelle que la conférence est accréditée. Donc, Géraldine va vous occuper d'envoyer le certificat. Aussitôt que vous allez donner le formulaire d'évaluation, c'est important pour nous parce qu'on veut toujours s'améliorer. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, donc les antibiotiques le 28 avril, et on revient au mois de mai avec les lignes directrices en diabète qui ont été publiées en 2020.